Bonjour et bienvenue Aurore Berger. Bonjour. Et merci de votre présence et votre grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes la ministre en charge de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. 4 mois, jour pour jour, après les attaques terroristes du 7 octobre en Israël, c'est aujourd'hui, Aurore Berger, qu'Emmanuel Macron va saluer la mémoire des 42 Français tués lors de ces massacres. Vous assisterez tout à l'heure à la cérémonie. C'est un hommage de la nation. Quel message essentiel va prévaloir tout à l'heure ? Je crois que c'est un message d'unité, de rassemblement, de se sentir toutes et tous concernés par ces 42 Français qui ont été assassinés, mais au-delà d'ailleurs des 42 Français assassinés, de toutes celles et ceux qui ont été assassinés par le terrorisme islamiste, par le Hamas. Il faut vraiment qu'il y ait un avant et un après 7 octobre. Le problème, c'est que dans l'après 7 octobre, il y a surtout eu en France une vague d'antisémitisme. Et ça devrait provoquer au contraire soit des hauts le cœur, soit surtout un sursaut républicain, de se dire que des Juifs ont été assassinés parce que Juifs, ne devrait évidemment pas avoir comme corollaire de provoquer l'antisémitisme, mais au contraire, un rassemblement. Donc c'est un moment d'unité nationale, de communion nationale qui doit pouvoir exister pour envoyer un message non seulement évidemment aux familles des personnes assassinées qui seront présentes à nos côtés, mais bien au-delà, à la fois à la communauté juive en France qui a peur aussi pour un certain nombre d'entre eux depuis le 7 octobre, mais encore une fois, au-delà de la communauté juive, à toutes celles et ceux qui malheureusement sont décédés aussi sous le terrorisme. Alors cet hommage, vous le savez, se retrouve au cœur d'une polémique depuis plusieurs jours, car plusieurs responsables de la France insoumise vont y participer, contrairement à la volonté de plusieurs familles de victimes. Je crois que c'est le cas de Manuel Bompard ou encore de Mathilde Panot. Est-ce que vous leur dites ce matin, n'y allez pas ? N'y allez pas, c'est une évidence. C'est une évidence. Comment vous pouvez imaginer vous rendre à un hommage qui est d'abord pour des Français assassinés, quand les familles elles-mêmes vous demande de ne pas venir. À quel moment ? C'est de l'indécence, du cynisme? Oui, c'est de l'indécence, c'est du déshonneur, c'est du cynisme. Et puis surtout, il faut regarder ce qu'LFI a dit de manière continue. Refuser de qualifier le Hamas d'organisation terroriste. Pointer d'abord Israël avant de pointer la responsabilité de ceux qui ont frappé et qui ont assassiné sauvagement des enfants, des bébés, des femmes, des vieillards. On a encore des otages qui sont retenus. Mais je ne voudrais pas qu'à la fin de cette journée, on ne retienne que ça. Pourquoi ? Quel est le risque ? Le risque, c'est qu'LFI, en fait, efface l'hommage. Le risque, c'est qu'à la fin, à force d'être interrogé sur eux, et je comprends pourquoi on l'est, on ne retienne que la polémique de ceux qui sont présents ou pas. Moi, je veux penser aux 42 Français qui ont été assassinés. Mais alors, ces centaines de personnes qui ont été assassinées, à leur famille. Je ne veux pas que par leur présence, que par leur indécence, ils volent ce moment de recueillement et d'hommage national. Alors, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire ? Parce que l'Élysée dit, c'est le protocole. Est-ce que c'est pas parfois un peu facile de se cacher derrière le protocole ? Malheureusement, il y a des règles, y compris quand vous êtes président de la République. Donc vous invitez l'ensemble des forces qui sont représentées à l'Assemblée nationale. J'espère que ça les disqualifiera. Il y a eu tellement d'événements avec LFI depuis 18 mois. Et à chaque fois, on s'est dit, c'est la ligne rouge qui a été franchie. J'espère que là, les Français voient, constatent le niveau d'indécence, le niveau de déshonneur, à partir du moment où ils ne respectent pas la volonté même exprimée par les familles. J'espère que ça les disqualifie de manière définitive dans les yeux, dans le cœur des Français et dans leur vote. Vous demandez finalement en conscience aux Français de juger, mais n'y avait-il pas un autre moyen ? Par exemple, la porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, leur a dit de ne pas y aller. On a connu quand même, par exemple, Olivier Véran, ancien porte-parole, par rapport à la présence du RN lors de la marche contre l'antisémitisme, plus virulent. Est-ce qu'il ne fallait pas monter au créneau plus rapidement et véritablement tenter d'avoir une sorte de cordon par rapport à cette... Malheureusement, on a été nombreux à le dire, mais je pense qu'ils s'en fichent. C'est-à-dire qu'ils veulent, en effet, par leur présence, créer la polémique. Ils veulent, par leur présence, qu'on oublie finalement l'hommage qui est rendu et qu'on ne parle que d'eux. Ce qui est malheureusement en partie réussi. Donc, parlons de l'hommage. Parlons de ces 42 Français qui ont été assassinés. Parlons de nos 3 compatriotes qui sont encore retenus en otage. Parlons de ces centaines de femmes, moi j'en ai reçu, qui ont été mutilées, qui ont été violées, qui ont subi des exactions absolument terribles. Parlons des survivants. Mais parlons de ces femmes, justement, Aurore Berger, et pour lesquelles certaines associations et certaines, qualifions-les néo-féministes, ne se sont pas exprimées, n'ont pas condamné, ont même demandé des preuves qu'il y ait eu véritablement viol, mutilation et ce cortège de barbarie. Oui, vous avez raison. De cela. Il y a eu à la fois du silence, qui est quand même assez assourdissant dans ces cas-là, c'est-à-dire c'est la première fois que quand des femmes ont été ciblées parce que des femmes, que des consignes vraisemblablement avaient été données aux terroristes du Hamas pour les souiller, pour les violer, pour les mutiler. Ce sont des mutilations sexuelles que ces femmes ont subies. On a malheureusement des témoignages. Donc il n'y a aucun doute évidemment à avoir. Mais ce qui moi m'interpelle le plus, c'est ce que ces femmes nous disent, c'est celles qui sont en charge justement de collecter leurs paroles, c'est que des pays occidentaux
leur demande des preuves. Ça n'existe pas d'habitude. Depuis quand on demande à un État démocratique, à des femmes qui ont vécu de tels niveaux d'exaction, des preuves de ce qu'elles ont vécu? Leur seule parole devrait suffire à ce qu'on les croie. C'est d'ailleurs le principe même que demandent toutes les organisations féministes systématiquement. C'est de toujours commencer par dire « on vous croit ». Pourquoi on ne les croirait pas, elles? Israël, État démocratique, et Adrien Quatennens s'est interrogé ce matin sur Israël. Il dit que la bannière d'Israël pour les Jeux Olympiques devrait être neutre, et il dit sur leur dénomination de crime de guerre que, à leurs yeux, c'est plus grave que de dire terrorisme. Comment vous réagissez à ces déclarations d'Adrien Quatennens? Il y a toujours les mêmes circonvolutions sémantiques, etc. Le Hamas est une organisation terroriste islamiste. Point. Ils ont commis des crimes qui sont des crimes du terrorisme islamiste. Donc à la fin, encore une fois, il faut arrêter de faire comme si tout ça, c'était juste de la pudeur des éléments de langage, etc. Ils veulent flatter un électorat. C'est simplement un calcul une tactique électorale. Bien sûr. Enfin, comment, depuis des semaines, depuis des mois, aurait-il gardé le même discours si elle n'espérait pas à la fin que ce discours puisse flatter une partie de l'électorat? Est-ce que ce discours nourrit l'antisémitisme et les actes que vous avez dénoncés au début de cet entretien? Est-ce que vous mettez un signe d'égalité? Et là, on bascule vers autre chose, entre la France insoumise et antisémitisme. En tout cas, moi, je mets toujours un signe d'égalité, on l'a même voté à l'Assemblée nationale, entre antisionisme et antisémitisme. C'est autre chose. Oui, mais c'est quelque part ça que fait LFI, c'est dire nous ne sommes pas antisémites. C'est juste que nous avons un problème avec Israël. C'est étonnant, moi je connais peu de gens qui ont un problème avec Israël. On peut critiquer la politique d'Israël sans être antisémite. C'est deux choses différentes. Sauf que critiquer la légitimité même d'un État démocratique à se défendre face à une des pires attaques terroristes de son histoire est quand même un problème. Refuser de qualifier des actes qui ont été des actes de terrorisme islamiste, refuser aussi de condamner avec vigueur l'antisémitisme qui s'est abattu sur un certain nombre de Français, qui ont fait que des Français aujourd'hui ont eu suffisamment peur pour aller jusqu'à changer leur nom sur une boîte aux lettres. À un moment, évidemment, tout ça flatte un électorat, tout ça flatte des bas instincts qu'on n'avait pas envie de revoir dans notre pays. Donc il faut que ça cesse, il faut qu'il y ait un temps aujourd'hui d'unité, d'hommage national. Encore une question, hommage, mais l'Élysée prévoit ou n'écarte pas aussi un hommage aux victimes françaises de Gaza, à Gaza, donc sous les bombardements israéliens. Est-ce que c'est une forme de en même temps? Est-ce que il faut, je veux dire, ne vexer personne et finalement faire ces deux hommages de manière concomitante? Il n'y a pas pour l'instant d'hommage qui a été fixé, qui a été envisagé. Ça peut être une option évidemment. Après, les choses sont différentes. Et je crois que c'est important qu'elles restent aussi différentes dans l'esprit des Français. Il y a... Même si les vies, évidemment, se valent. Bien sûr, la question n'est pas là. Les vies se valent, il n'y a pas de sujet là-dessus, évidemment. Mais ça n'est pas la même chose d'avoir des personnes qui ont été ciblées délibérément, assassinées délibérément, parce qu'en Israël, parce que juives, et d'avoir des personnes, des civils qui décèdent parce qu'il y a la guerre. Ce sont deux choses différentes. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas évidemment tout faire pour que les choses de manière humanitaire puissent se régler à Gaza. Il y a un engagement de la France qui est extrêmement puissant, qui est sans doute le plus puissant au monde d'ailleurs, pour venir soutenir de manière humanitaire les civils qui sont à Gaza et qui sont aussi à Gaza pour beaucoup d'entre eux parce que le Hamas ne les a pas laissés sortir de Gaza, ne leur a pas permis aussi de pouvoir faire un mouvement alors que l'armée israélienne l'avait demandé. Il faut aussi rappeler la responsabilité du Hamas dans la situation que subissent les civils à Gaza. Dans l'actualité politique, la deuxième vague du remaniement se fait attendre. Il manque un ministre dédié au logement, quand même, c'est important, au transport, c'est important, à la santé, c'est important. Pourquoi ça coince? Est-ce que vous avez un problème de manque de choix, trop plein de... Qu'est-ce qui coince? Ce sera annoncé dans les prochaines heures et vous le savez bien. Après, il n'y a pas de ministre. Il y a Christophe Béchu qui est sur le logement et les transports, etc. C'est rare, hein, donc on va avoir un gouvernement qui va entre deux. On va avoir un gouvernement de toute façon qui va être complété, on le sait bien. On a été 14 à être nommés immédiatement. D'autres vont être nommés, encore une fois, dans les heures qui viennent, sur des sujets qui sont essentiels. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au travail depuis un mois. Oui, je crois qu'il s'est passé quand même un certain nombre de choses depuis un mois. Déclaration de politique générale du Premier ministre, évidemment, la conférence de presse du président de la République, en tous les cas, et de l'action sur. Il y a une ministre pour laquelle le sort semble scellé. Je ne sais pas, parce que ce n'est pas moi qui décide. La ministre de le président de la République qui va décider. Et je n'ai pas entendu beaucoup de soutien à ce micro ni ailleurs pour dire il faut garder Madame Amélie Oudéa-Castéra. Moi, j'ai toujours tenu le même discours, que je travaille avec elle depuis 18 mois, que je connais son engagement, son courage. Et aussi, que je ne veux pas qu'elle soit réduite à une polémique, à une maladresse. Elle l'a dit elle-même, elle s'est excusée. Ce sont des maladresses. Elle s'est excusée à plusieurs reprises. Je
pense qu'il ne faut pas réduire la carrière d'une femme, son engagement, uniquement à ces quelques derniers jours ou quelques dernières semaines. C'est pas le plus grand des soutiens qu'on peut entendre aussi ce matin. Bon. Si, moi, je suis très claire là-dessus. Très claire, Elle doit parce que rester c'est quelqu'un. C'est pas, encore une fois, que vous me posiez la question pour Amélie Oudéa Castéra ou n'importe quel membre, ou si quelqu'un vous pose la question par rapport à moi, c'est pas à moi de décider, c'est au président de la République, évidemment, de décider, et il fera ce choix souverain avec le Premier ministre. En tous les cas, il y en a un qui fait monter les enchères, c'est François Bayrou. Est-ce qu'il ferait un bon ministre, notamment à l'éducation? Hier, à votre place, Rachida Dati lui a consacré un éloge appuyé, affirmé que c'était un bon ministre, d'expérience. Vous aussi, vous le dites? C'est sûr qu'il a évidemment une expérience. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'il a subi pendant 7 ans de vie judiciaire, 7 ans où, édito après édito, on l'a cloué au pilori, il a été relaxé. Et on voit aussi les difficultés de ce temps judiciaire qui est extrêmement long et d'un temps médiatique qui est souvent quand même un peu une broyeuse. En tout cas, ça n'a pas empêché qu'il puisse porter une voix qui est, je crois, essentielle. Le MoDem est un partenaire absolument déterminant pour la majorité présidentielle. Et après, encore une fois, c'est le président de la République. Mais il prend de la place, François Bayrou. C'est tant mieux. Ah oui. Non, mais on va pas vice-premier ministre dans un gouvernement. Non, je ne crois pas qu'il y ait vice-premier ministre. Il y a un Premier ministre. Après, je crois que c'est plutôt rassurant de se dire que dans la majorité présidentielle, on a des hommes et des femmes qui inspirent confiance aux Français, qui font de la politique, qui savent en faire. Je préfère avoir trop de personnalités qui peuvent être engagées que d'autres partis politiques où clairement on regarde de part et d'autre et on ne voit pas forcément ni de relève ni de personnalité forte. Les députés, Aurore Bergé, se sont très largement prononcés en faveur de l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Le projet désormais de loi doit être examiné au Sénat, ce sera le 28 février. Les sénateurs sont plus réticents, sinon opposés, à l'image de leur président Gérard Larcher. Quel message vous leur faites passer ce matin? Comment les convaincre? Les convaincre que, encore une fois, ce qui se passe à l'extérieur de nos frontières peut un jour arriver chez nous. Il faut arrêter de penser... Pourquoi ce qui se passe aux États-Unis pourrait arriver en France? Parce que ça se passe aux États-Unis, mais ça ne se passe pas qu'aux États-Unis. Ça se passe aussi à l'intérieur des frontières, à l'intérieur même du continent européen, où on a des retours en arrière. Je donne un exemple sur la Pologne, par exemple. En Pologne, une femme vient d'être condamnée à 8 mois de travaux d'intérêt général. Pourquoi ? Parce qu'elle a juste délivré une pilule du lendemain. Ce pas les mêmes valeurs qu'en Pologne que nous avons en France. Très bien, mais qu'est-ce qui vous garantit qu'un jour, que ce soit dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les choses ne pourraient pas changer? Moi, ce que je dis, c'est que quand on a l'opportunité de changer la Constitution, ce qui est quand même l'acte majeur normalement avec une main tremblante de constituant, et on le fait avec une main tremblante, c'est quand même de pouvoir aussi garantir dans cette Constitution des libertés que nous estimons être des libertés fondamentales. Je vais poser la question différemment et directement. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'utiliser un sujet sérieux, grave, pour vous arroger à peu de frais une sorte de marqueur de scalp progressiste? Non. Non, parce que moi j'ai déposé cette proposition de loi dès que j'avais été élue présidente du groupe Renaissance. Pourquoi je l'ai fait? Parce que je suis engagée sur ces sujets-là, parce qu'on a une majorité engagée sur ces questions-là, et parce qu'on a une majorité à l'Assemblée qui souhaitait qu'on puisse avancer. Et se dire que dans ce mandat, collectivement, parce que ce ne sera pas que la victoire de la majorité, on aura réussi à changer la Constitution pour que demain, nos filles, nos petites filles, elles aient plus jamais à se poser la question de leur droit souverain à disposer de leur corps. C'est quand même un marqueur qui est majeur, et pas juste, encore une fois, pour la majorité, qu'il est pour toutes les femmes dans notre pays. 2 questions rapides pour terminer. En début de semaine, à votre place, le numéro 2 sur la liste Reconquêtes européennes, Guillaume Pelletier, a dit que Marion Maréchal avait un avantage sur ses autres compétiteurs parce qu'elle est mère de famille, et de citer ceux qui n'ont pas d'enfants, Jordan Bardella, François-Xavier Bellamy, Gabriel Attal, Emmanuel Macron. Qu'avez-vous pensé de cette sortie? Honnêtement, un peu étonnante. Moi, je me bats pour la liberté des femmes, et des hommes d'ailleurs. La liberté, ça veut dire de choisir d'avoir des enfants, de ne pas en avoir. Puis j'ai pensé aussi, parce que je ne connais pas forcément la vie intime de ceux qu'il a cités, qu'il y a aussi beaucoup d'hommes et de femmes qui souhaiteraient ardemment avoir des enfants et qui n'en ont pas. Et je pense que ça peut être extrêmement douloureux, que c'est extrêmement douloureux. Donc je trouve ça à la fois ridicule, en vérité, comme niveau d'argumentation, mais au-delà de ça, je trouve ça insultant vis-à-vis de ceux qui aimeraient avoir des enfants et qui n'y arrivent pas. Et surtout, moi je souhaite, et quand on est soi-disant à la tête d'un mouvement libéral, comme ils le prétendent, on défend la liberté d'avoir ou de ne pas avoir des enfants, et la liberté aussi, quand on est une femme, de choisir le moment auquel on veut avoir des enfants. Défendre les enfants, très important, justement. Et pour conclure, au sujet des violences faites aux enfants, c'est un sujet sur lequel vous êtes très impliqué, Aurore Bergé. Vous étiez justement à la tête du ministère de la Famille. La commission sur l'inceste et les violences sexuelles, c'est ce qu'on appelle la Ciivise. Elle est secouée par un scandale. La vice-présidente de cette commission est visée par une plainte. C'est une plainte, hein. Elle est accusée par une jeune femme d'agression sexuelle. Cette jeune femme aurait déposé plainte. Est-ce que cette vice-présidente ne devrait pas se retirer le temps de l'enquête ?
C'est toujours la même difficulté dans laquelle on est prise à chaque fois qu'il y a une plainte. C'est d'abord de dire qu'il y a de la souffrance, vraisemblablement, de la part de cette femme qui a porté plainte, et qu'il faut le reconnaître, et qu'évidemment, il faut d'abord partir du principe, ce que je disais tout à l'heure, que quand les victimes parlent, elles n'ont pas un intérêt à s'exprimer, et qu'il faut d'abord les croire. Mais que la seule vérité qui peut à un moment exister dans notre pays, dans une démocratie, c'est la vérité judiciaire. Ce que je ne veux pas, c'est que ça jette le discrédit sur la Ciivise, alors que c'est un outil extrêmement puissant. Le juge Durand a fait un travail exceptionnel. Ça se fera en retrait, son choix éventuellement personnel. Moi, ce que je ne veux pas, c'est que la Ciivise soit abîmée, alors que ça a été un outil extrêmement important pour permettre à des milliers et des milliers d'enfants devenus des adultes de pouvoir témoigner des violences sexuelles qu'ils avaient malheureusement subies. La Ciivise, aujourd'hui, elle va travailler sur la question de la prostitution, elle va travailler sur la question de la pédocriminalité. Ce sont des enjeux essentiels qui bousculent, je pense, notre société, et on attend beaucoup de ces travaux. Merci Aurore Berger. C'était votre grande interview sur CNews et Europe 1. À bientôt et bonne journée à vous.